Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un emploi du temps qui tient la route ou alors un planning de travail, peu importe le terme que vous utilisez. C'est un sujet qui m'a été demandé à maintes reprises et puis c'est vraiment un point qui est important et j'aimerais simplement commencer par quelque chose qui est, voilà, qui va pas faire plaisir à beaucoup de monde, mais c'est nos limites. L'une des manières les plus efficaces d'avoir du temps pour vous et de faire correctement certaines choses, c'est d'accepter que vous ne pourrez pas tout faire, d'accepter que le temps sur Terre est limité et finalement qu'il y a beaucoup de choses voilà, pour lesquelles on n'aura jamais suffisamment de ressources. Et si vous êtes toujours là dans la vidéo, je vous félicite parce que finalement, je suis sûr que beaucoup de personnes qui viennent dans ce genre de vidéo, qui s'intéressent à la productivité, pensent à tort que la productivité, c'est synonyme d'une vie sans limite. Mais non. Euh, Évidemment, les méthodes que je partage ici, évidemment, les techniques que je partage ici peuvent augmenter ce que vous allez faire dans une journée. Ça, c'est clair et net. Mais même Tim Ferriss a des limites. Même Elon Musk a des limites. Même toutes les personnes qui vous parlent de productivité ont des limites et ne peuvent pas faire tout ce qu'elles veulent faire. Ok. J'avais fait une vidéo à une époque qui reprenait une métaphore connue. Où en fait, on a un bocal transparent. D'ailleurs, je vais l'afficher à l'écran là, hein, mais pour parler de la gestion du temps, en gros, on a un bocal, il faut d'abord mettre les grosses pierres, ensuite les petites pierres, et puis ensuite le sable, et ensuite éventuellement l'eau. Et donc, cette métaphore, elle est très intéressante parce qu'elle montre que finalement l'ordre dans lequel on fait les choses est important. Mais en fait, cette métaphore, c'est aussi un mensonge, dans le sens où les grosses pierres que l'on décide de faire rentrer dans le bocal, eh ben finalement, en dehors du champ de la caméra, il y a plein d'autres grosses pierres que l'on a déjà refusées et que l'on a volontairement décidé de ne pas faire. Et donc ça, c'est aussi quelque chose que je vous recommande de faire. Et donc là, on n'est pas encore rentré dans le vif du sujet parce que c'est une vidéo qui m'anime, c'est un sujet qui m'anime. Mais l'une des manières très intéressantes de faire un planning de travail, c'est déjà de vous dire, OK, quels sont les éléments sur lesquels vous êtes mauvais et vous n'avez pas envie de devenir bon. Comme moi, c'est par exemple, j'ai tout le temps un bureau bordélique, hein. Voilà, là j'ai un bureau bordélique. J'ai pas envie de devenir bon là-dedans. Je suis un mauvais cuisinier. Alors évidemment, quand je dois m'alimenter, je m'alimente et j'ai la chance de m'alimenter d'une manière saine. Mais c'est pas bon, quoi. C'est des lentilles, des brocolis, voilà, avec un peu de sel, un peu d'huile, et puis ça me va très bien. Et j'ai pas envie de devenir bon là-dedans. Ok, il y a beaucoup de choses dans ma vie. J'ai fait la paix de ne pas devenir bon. Mes dessins, ok, j'ai fait la paix que je n'allais pas faire des beaux dessins. C'est ok. Et je pense que ça, c'est l'une des premières choses qui est importante de considérer, c'est que, un, on a des limites, on va pas pouvoir tout faire et c'est ok. Et deux, il y a des choses que l'on doit faire parce qu'il faut les faire, mais on n'est pas forcément obligé d'être bon là-dedans. On peut simplement se satisfaire d'un résultat satisfaisant. Voilà. Bon, ça c'était pour la petite introduction. Si le sujet vous intéresse, il y a Olivier Burkman qui a écrit un bouquin qui m'a été recommandé par un très très bon pote que j'ai dévoré en 2 nuits, j'ai fait une nuit blanche, hein, c'est pour dire, qui s'appelle 4000 Weeks et qui explique finalement les abus du monde de la productivité. Et évidemment, moi, il y a des choses dans lesquelles je me suis reconnu. Après, je suis content de voir qu'on est d'accord sur pas mal de choses et je pense que la productivité pour la productivité, ou je devrais dire l'agitation pour l'agitation, n'a pas de sens. Ok. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Planning de travail, comment créer un emploi du temps. Donc déjà, c'est quoi la différence entre un plan d'action et un emploi du temps? C'est une question qu'on me pose souvent. Un plan d'action va décomposer finalement les actions à prendre euh, qui concernent un seul projet. Un planning de travail va afficher une certaine période, ça peut être une semaine, un mois, un jour, et va mettre finalement, va attribuer le temps à certaines activités. Et donc typiquement sur ce planning de travail, on peut dire, bon ben voilà, admettons, on a un emploi du temps sur une semaine, on se dit, bon ben les 3 premiers matins de ma semaine, lundi, mardi, mercredi, sont attribués à ce plan d'action. Et donc quand j'arrive sur mon planning de travail, je vois ces 3 éléments, je me rends dans mon gestion de projet ou mon plan d'action, logiciel de gestion de projet ou mon plan d'action, et j'avance sur les tâches en cours. On peut le faire avec une méthode Kanban,
diagramme de Gantt, etc. etc. Les plans ne sont pas synonymes de réalité. Les plans, c'est simplement une pensée de comment ça va se dérouler. Souvent, il y a cette impermanence qui fait que les plans doivent être changés. Et donc, ma recommandation, à l'exception des gens qui doivent envoyer des fusées sur Mars, mais si vous pouvez, entre guillemets, vous planter, prendre du retard et avoir une qualité qui est un petit peu moindre que ce qui est imaginé, ma recommandation, c'est de passer beaucoup moins de temps sur la planification et beaucoup plus de temps sur l'exécution. Voilà. Donc, premier point, c'est de prendre votre agenda maintenant. Il y aura 10 points. 5 points pour mettre en place le plan, votre emploi du temps et, 5 points, pardon, donc 5 points pour mettre votre emploi du temps, 5 points pour tenir cet emploi du temps, parce qu'évidemment, la plupart des gens, ils vont faire quoi? Ils vont mettre un emploi du temps et ensuite, ils ne le respectent pas. Voilà, et ça, c'est pas le but. Le but, c'est de faire preuve de ce que j'appelle une intransigeance bienveillante. Voilà. Ok. Donc, c'est-à-dire, on fait un plan, on le respecte, et si on voit qu'on s'est planté dans le plan, on va pas changer tout son plan. Évidemment, il faut le faire à des échelles qui soient réalistes, mais le but, c'est de ressentir un certain inconfort, une sorte de « Ah ouais, tu t'es planté dans ta planification », pour que lors de la prochaine phase de planification, on prenne ça au sérieux et puis on se dise « Ok, je vais maintenant prendre en considération les erreurs que j'ai faites et m'améliorer ». Et en faisant ainsi, votre planification, les premières semaines, n'est pas top, n'est pas très confortable, mais assez rapidement, ça se remet en place et puis vous améliorez. Il n'y a rien de pire que de faire un plan et puis de ne pas le respecter parce qu'au bout d'un moment, si vous savez que vous ne respectez pas votre plan, à quoi bon faire un plan, quoi? Autant ne pas faire de plan. Donc, premier point, prenez votre agenda et prenez un moment dans la semaine où vous allez simplement faire une revue hebdomadaire. Pour moi, j'appelle ça la revue anti-chaos. Je connais personne qui fait une revue hebdomadaire une fois par semaine et qui est complètement désorganisé, qui ne progresse pas, qui n'évolue pas, qui n'est pas aligné. Donc pour moi, revue hebdomadaire, vous pouvez très bien, lors de cette revue hebdomadaire, passer en revue les 3 objectifs que vous vouliez réaliser, ce que vous avez effectivement réalisé, votre réussite de la semaine, votre obstacle de la semaine, et puis ce que vous voulez faire la semaine suivante. Voilà, vous pouvez faire ça. Maintenant, deuxième élément, c'est que vous allez lister tous vos besoins biologiques pour fonctionner de manière correcte. Ok. Ça, c'est vraiment important parce que beaucoup de gens vont mettre énormément de choses dans leur plan, dans leur emploi du temps et ne prennent pas en considération une réalité. C'est que vous et moi, on a un point en commun, c'est qu'on a un corps. On s'intéresse aussi à la productivité, à l'organisation, c'est clair, mais on a un corps. Ce corps a certains besoins pour fonctionner de manière optimale. Ne croyez pas les gens qui vous disent que vous pouvez vous priver de sommeil. C'est des gens qui ne comprennent pas que l'évolution, si elle nous a refourgué 8 heures de sommeil par nuit pour dormir d'une manière optimale, l'a fait pour une certaine raison et qu'il y a des choses qui sont très complexes, notamment notre système est complexe et que quand on commence à couper dans le sommeil, il y a forcément des choses sur le long terme qui vont apparaître et des choses auxquelles on n'a pas forcément pensé. Donc 8 heures de sommeil, quelques heures pour passer du temps avec des gens, parce que évidemment, si vous profitez pas de la vie, si vous faites que de bosser comme un con, j'aime bien dire cette expression, si vous faites que de vous agiter pour un état futur qui par défaut est incertain, vu que c'est futur, et que cet état futur n'arrive jamais, finalement vous aurez passé votre unique vie à bosser comme un con, quoi. Et pour moi, c'est vraiment important de comprendre que pour tenir sur la durée, il faut prendre soin de soi, kiffer la vie, manger des fondus si vous aimez le fromage et que vous êtes de passage en Suisse. Faire d'autres choses, quoi. Regarder Netflix, mais dans une certaine quantité. Et je pense que c'est surtout cet aspect-là, la quantité, qui est très important. Le dosage est super important. Manger une pizza le samedi soir, c'est une chose. Manger une pizza tous les soirs, c'en est une autre. Tomber de sa chaise, c'est quelque chose. Tomber du 5e étage, c'en est une autre. Okay, donc il y a beaucoup de choses dans la vie qui deviennent mauvaises en fonction du dosage. 5 minutes sur Facebook par semaine, bon, c'est une chose. 5 minutes tous les jours, c'en est une autre. J'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Les besoins de base. Il y a sommeil, il y a se laver, il y a passer du temps avec les gens, il y a manger, il y a peut-être s'éduquer, etc. Ok ? Donc,
vous prenez un bout de papier, vous listez tous ces besoins de base, puis ensuite vous les insérez dans votre... On va partir sur un emploi du temps hebdomadaire, vous les insérez dans vos journées. Je vous recommande d'avoir un seul emploi du temps, donc évitez d'en avoir deux, hein, un privé, un perso et puis un pro. Arrêtez ça parce que finalement vous avez que une semaine, entre guillemets. Donc si vous divisez vos emplois du temps, vous aurez un travail de synchronisation entre ces emplois du temps qui va devoir être fait. Et ça, c'est la misère en termes de charge mentale. Okay. Donc, listez tous ces besoins, insérez-les, et puis là, vous verrez déjà que, ouais, une journée, c'est pas 24 heures. Okay. Donc ça, c'était la deuxième recommandation. Ensuite, vous allez lister tout ce qui est les projets que vous avez à faire, combien de temps vous avez besoin pour ces projets, et puis vous allez les insérer dans le temps restant. Les projets, il faut les voir comme des balles de jonglage. Plus vous avez de balles, plus c'est compliqué à synchroniser, à gérer, et plus vous avez des chances que certaines balles se cassent la gueule, donc des projets se cassent la gueule. Moi personnellement, j'aime bien avoir maximum 2 projets en cours, vraiment sur lesquels je me focus. Ça c'est vraiment important. Moi là au moment où je fais cette vidéo, j'ai mon projet de créer du contenu un petit peu plus régulièrement, mais de manière un peu différente, et terminer mon bouquin. Ok. Donc voilà, c'est pas fou. Évidemment, il y a d'autres choses autour, des tâches isolées, hein, acheter des bananes, acheter des pistaches, acheter des mangues séchées, ce genre de choses. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment plus vous avez de projets, plus vous allez vous tuer au travail en fait. Et, et toutes les méthodes de productivité et tous les hacks et toutes les astuces ne vous aideront pas parce qu'au final, quand vous avez trop de projets, c'est un problème de base qui est choisir. Il y a des choix qui doivent être faits. Voilà, des choix doivent être faits, des choix qui peuvent être douloureux. Voilà. Donc, vous listez tout ça, vous prenez des blocs, j'aime bien travailler par bloc, donc votre emploi du temps va surtout répartir le temps, donc attribuer le temps à certains projets, à certaines choses dans votre vie, certaines catégories, certains domaines, certaines responsabilités, et puis ensuite vous avez un autre logiciel qui vous montre où vous en êtes dans ce projet en question, okay, qui vous montre le plan d'action, et moi évidemment je vous recommande Workflowy, surtout pour tout ce qui est organisation personnelle. Après, si vous travaillez avec d'autres personnes, il y a des logiciels comme par exemple MeisterTask, Trello, Asana. Puis après, vous pouvez aller dans le plus complexe encore si ça vous intéresse. Maintenant, le 4e conseil pour votre emploi du temps, c'est de considérer les matinées pour des projets long terme, les après-midi pour le présent, pour les urgences du présent. Pourquoi ? Parce qu'il y a ce concept, quand on se lève, on a de l'énergie. Plus on prend des décisions, plus on travaille, plus notre énergie baisse, plus il est difficile finalement d'utiliser notre cortex préfrontal pour travailler sur le long terme, plus il est difficile de repousser les gratifications immédiates, plus on a tendance à partir en sucette sur Facebook, ce genre de choses qui sont très distrayants et qui équipent nos outils numériques. Donc le matin pour vos projets long terme et l'après-midi pour les urgences, pour les emails, pour les séances, pour ce genre de choses. Voilà, ça c'est ce que je vous recommande de faire dans votre organisation. Si vous ne pouvez pas le faire, faites en sorte que vous puissiez le faire. Ça nécessite des fois de la créativité, ça nécessite des fois de parler avec les gens, de vous synchroniser avec certaines personnes, vos collègues de travail, vos clients, votre patron ou vos subordonnés si vous êtes le patron. Mais vous voyez ce que je veux dire ? Matin pour vous en mode deep work, comme dirait Cal Newport, donc le travail profond, sans distraction, et l'après-midi, être plus relax. Et le dernier point, c'est quoi ? C'est de vraiment laisser du temps dans votre emploi du temps. Ça paraît stupide dit comme ça, et c'est une erreur que je vois tout le temps, c'est qu'on pense que tout va bien se passer. Et ça, c'est uniquement une pensée, c'est juste un espoir. Mais dans la réalité, c'est pas le cas. Et moi, j'aime bien garder 2-3 après-midi où il n'y a rien qui est planifié dans mon emploi du temps. Ça me permet vraiment de me dire, bon, ok, là, si j'ai mal dormi, une matinée, c'est pas grave si je bosse pas, je vais pouvoir récupérer, je vais pouvoir jongler. C'est ce qu'on appelle la marge de sécurité. Et la marge de sécurité, ça nous aide finalement à gérer les imprévus, gérer les coups durs, gérer les difficultés. Et donc, si vous n'avez pas besoin d'utiliser cette marge de sécurité parce que tout s'est bien passé, pas de problème. Vous travaillez plus longtemps sur une tâche, vous faites d'autres choses, ou vous allez flâner dehors, ou vous invitez un ami pour faire de la poterie ou j'en sais rien trop quoi.
vous prenez de l'avance sur votre planning. Okay. Ne pensez pas que parce que tout se trouve dans votre emploi du temps, vous allez le faire. Maintenant, comment tenir votre emploi du temps? Donc, on a vu comment le créer. Alors, évidemment, c'est une vidéo. Si ça vous intéresse de creuser un peu, d'aller dans le détail, il y a le lien de l'article qui se trouve dans la description de cette vidéo. Maintenant, comment tenir? Moi, je vais vous donner les astuces comment tenir un emploi du temps. Le premier truc, c'est que votre première heure est critique. Et quand je dis première heure, ce n'est pas la première heure dans laquelle vous allez ouvrir votre ordinateur et commencer à bosser. Non, c'est la première heure où vous vous réveillez. Donc ce que vous faites la première heure au réveil, c'est critique. Si vous passez du temps sur votre smartphone, si vous regardez des conneries, si vous faites des activités surstimulantes, et ça c'est surtout le point que je tiens à préciser, si vous avez des activités qui sont surstimulantes, alors ce sera difficile ensuite de vous mettre au travail et d'agir sur demande. C'est con, c'est comme ça. Parce qu'on fonctionne par comparaison. Si vous rentrez dans une eau à 20 degrés, après avoir été quelques minutes dans une eau à 4 degrés, cette eau à 20 degrés, vous aurez des picotements. Vous me dites, purée, cette eau est super chaude. À l'inverse, si vous sortez d'une eau à 36 degrés ou d'un sauna à 50 degrés et que vous rentrez dans cette eau à 20 degrés, cette même eau à 20 degrés, elle semblera bien tiède, voire froide. Okay, et c'est pareil avec vos tâches. Si vous devez écrire un dossier, un rapport, un article, et qu'avant vous avez passé 1 heure sur Instagram à liker, à regarder des vidéos sur TikTok, c'est normal que cette tâche cette tâche d'écrire quelque chose de manière concentrée ne soit pas attrayante, ne soit pas attirante. À l'inverse, si vous avez fait vos 5 tibétains, si vous avez fait un peu de respiration, si vous avez vidé les ordures, si vous avez fait la vaisselle, et qu'ensuite vous arrivez sur cet article à écrire, vous dites chouette, un article à écrire, une petite musique, etc. Ça va tout seul. Donc première heure de la journée, elle est critique. Okay, elle est clé. Ensuite, un autre élément, c'est 20% de réflexion, 80% d'action. Passez moins de temps. Alors, quand vous faites votre planning, prenez-le au sérieux, faites-le bien, tirez les conclusions de vos erreurs passées, etc. Parce qu'évidemment, il y a cet équilibre dynamique qui fait que tout évolue, tout bouge et qu'il faut tout le temps apprendre finalement de nos pratiques et réfléchir. D'ailleurs, une pratique que je vous recommande de faire, c'est le journaling. Mais réfléchir sur ce qu'on fait, prendre ces enseignements et essayer de le faire au mieux pour le futur. Mais au bout d'un moment, quand vous avez posé sur papier votre planning et puis que vous dites, OK, ma semaine, elle commence. Go. Et là, on est dans l'action. Et la prochaine phase de réflexion, elle se déroulera fin de la journée, voire fin de la semaine. OK? Tout le temps. Si tout d'un coup, vous voyez que vous prenez du retard sur une tâche, parce que vous avez loupé votre bus ou il n'y avait pas de Wi-Fi ou j'en sais rien, moi ce que je vous recommande de faire, c'est vous dites bon ben c'est fini pour cette tâche, mais je récupère mon planning plutôt que de changer tout mon planning. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc plutôt de me dire ok cette tâche je voulais la faire ce lundi, c'est fini, cette vidéo je vais pas pouvoir la tourner, ok c'est pas grave, mais je vais pas décaler tout mon planning parce que ça va me prendre un temps de fou, je vais devoir appeler des personnes, etc. Non, je vais simplement dire ok cette tâche, boum, j'essaye de la passer sur la semaine suivante. Ok. Ou de la traiter lors de ma revue hebdo. Et de cette manière je tiens mon planning et je continue à suivre les plans. C'est clair que les plans, évidemment, au bout d'un moment, quand la situation a complètement changé, parce que c'est toujours la situation qui dicte nos comportements, et c'est pas nos comportements qui vont comme par hasard, c'est pas les décisions qu'on prend ni nos comportements qui vont faire que tout d'un coup le monde se déroule comme on souhaite. C'est pas ce que je dis, mais ce qui est important de comprendre, c'est qu'un plan, il peut quand même être suivi, et puis au bout d'un moment, il faut pas trop s'écouter, comme dirait ma mère. Hein. Il faut arrêter de trop s'écouter, puis il faut y aller, quoi. Méthode Pomodoro, c'est quelque chose que je suis en train de retester, très intéressant. J'avais pas forcément compris la première fois l'intérêt de la méthode Pomodoro. J'ai eu un petit call avec Francesco Cirillo, le fondateur de la méthode, bon type qui vit à Berlin, tiens, c'était marrant. Lui, ce qu'il m'a dit, c'est que ça t'apprend à gérer tes limites. Et en fait, c'est vrai que c'est intéressant de travailler par... Alors, j'ai fait une vidéo sur la méthode de Pomodoro qui va s'afficher à votre écran. L'idée, c'est quoi? C'est de travailler par cycle de 25 minutes. 25 minutes de travail super concentré sur une tâche, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes, 5 minutes de pause, 25 minutes,
5 minutes de pause et ensuite on prend une pause un peu plus longue, 15, 20, 30 minutes où on fait autre chose. Moi, ça me saoulait de m'arrêter après 25 minutes. Ce que j'ai réalisé en discutant avec ce gars, avec Francesco, et puis en recommençant la méthode, c'est qu'en fait, ça crée une sorte de tension de s'arrêter en cours de route. Et cette pause de 5 minutes permet de gérer des idées qui viendraient nous perturber dans un travail continu. Donc en général, on peut les vider, on peut boire un peu, on peut faire quelques swings avec la kettlebell, on peut, si on travaille dans un coworking, on peut aller faire un petit gag, lâcher quelques gags avec les gens, se marrer un peu, etc. Éventuellement boire un peu d'eau. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'avec la pratique, alors les premiers jours, c'était pas top, mais avec la pratique, ce que j'ai réalisé, c'est que rapidement, j'étais en mesure de plonger dans une qualité de concentration très bonne, comme si mon cerveau s'habituait à ce rythme de travail. Donc, je dis pas que c'est ce qui va fonctionner avec vous, évidemment, on est tous différents, mais en ayant retesté, j'ai vraiment trouvé ça très très chouette. Et ça vous aide à tenir ce planning parce qu'en fait, chaque fois que vous faites une pause de 5 minutes, vous dites ok, est-ce que je suis toujours aligné avec mon planning? Combien de fois ça m'est arrivé de me dire ok, je fais ça et tout d'un coup je pars complètement en vrille sur d'autres sujets. Voilà. Pas que c'est forcément mauvais, mais si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez envie de créer un plan, un emploi du temps et puis de le respecter. Voilà. Alors après, est-ce qu'il faut avoir un emploi du temps pour réussir? Pas forcément, hein. Là n'est pas la question. Je pense qu'un emploi du temps, c'est intéressant vraiment quand on veut avoir un équilibre vie pro, vie privée, puis qu'on ne veut pas travailler comme un con jusqu'à pas d'heure en fin de journée, quoi. En parlant de fin de journée, fin de la journée, ce que je vous recommande de faire, c'est de prendre votre journée, prendre les tâches qui n'ont pas été faites et éviter de les reporter sur le jour d'après, mais comme je l'ai dit, sur la semaine d'après ou 2 semaines plus tard si c'est possible. Quand vous voyez que vous êtes tout le temps en train de reporter une tâche, simplement arrêtez de la reporter, supprimez cette tâche et vous verrez bien ce qui se passe dans votre vie. Donc voilà, et en fait le jour d'après, arrivé à la fin de la journée, vous regardez votre emploi de la semaine, vous dites ok, je voulais faire ça, tac tac tac, j'ai pas fait ça j'ai fait, c'est génial, petite tape sur l'épaule, ça fait toujours plaisir. Ensuite les tâches que vous n'avez pas fait, vous les reportez plus tard. Si c'est urgent, si vous devez vraiment le faire, vous les reportez le jour d'après, l'après-midi, si possible. Et puis, ce que vous allez faire, c'est vous simplement faire un petit pointage de ce qui arrive sur le jour suivant. Et puis, simplement vous dire, OK, demain au réveil, je travaille sur ça. Voilà, c'est tout. Et de cette manière, le lendemain, vous savez exactement sur quoi vous allez commencer votre journée. Et vous n'êtes pas en train de vous dire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste aller voir mes emails. Voilà. Évidemment, si vous êtes un manager, vous devez parfois consulter vos emails la première chose le matin. Donc, encore une fois, c'est une vidéo générique qui s'adresse à plusieurs personnes. Il y a toujours un travail d'adaptation de votre part pour justement vous approprier mes conseils et les appliquer dans votre quotidien. Je le rappelle, il n'y a pas de pilule magique. Il n'y a pas de pilule magique. Et ça en soi, juste s'en rendre compte, c'est en soi une pilule magique, quoi. Et puis le dernier point, c'est faire cette revue hebdomadaire. Prendre un moment, vous pouvez également vous associer avec une personne, faire une revue, ce qu'on appelle une session de supervision, où la personne va présenter sa semaine. Vous allez discuter un petit coup sur, vous avez peut-être des idées pour l'aider dans ses obstacles. Ensuite, c'est à vous. Pareil, la personne peut vous aider. Et parce qu'on est des animaux sociaux, quand on s'engage avec une personne et que ce moment est tout le temps le même jour à la même heure, par exemple le vendredi à 16h, comme c'est le cas pour moi parce que je fais des sessions de supervision avec quelqu'un qui s'appelle Fabien, là, qu'est-ce qui se passe? Finalement, l'engagement est supérieur que si on le prenait simplement avec nous. Et donc, ça nous incite, c'est une force en plus qui nous incite à respecter nos engagements. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à me le dire. Dites-moi quelles sont les difficultés que vous rencontrez lorsque vous faites un emploi du temps. Ça m'intéresse, peut-être que j'en ferai une autre vidéo. Donc si vous avez des questions, posez-les. Moi, ça me donne des idées pour faire des prochaines vidéos. Pensez à vous abonner et puis on se voit bientôt pour une autre vidéo.